je voudrais quand même répondre à Martine, je trouve ça formidable, l'orientation. Alors, je ne vois plus le public, est-ce que c'est possible d'avoir un petit peu de lumière? Voilà, merci. Donc, je vais aller dans les défauts qu'a soulevé Martine au niveau du cinéma qui absorberait, pour respecter cette logique de l'auteur, du créateur, et d'un public qui serait captif dans une salle par rapport à ces images-là. Je vais rentrer dans cette hypothèse-là. Voilà, ce sera un peu le but de ma communication. Et justement, je vais essayer de vous montrer un extrait d'un film que vous connaissez peut-être, Sombre, de Grandrieux, qu'il a réalisé en 1998. Essayez parce que en fait, j'avais calé l'extrait que je voulais sur mon ordinateur, qui n'a pas voulu que je communique aujourd'hui. Donc je vais lancer cette démonstration. On va voir. Éventuellement, Martine. C'est dans les documents, hein. Vous voyez, en haut, tout en haut là. Ouais, documents. Voilà. Là, tu ouvres le PC. Ah. Non. Il n'a pas détecté. Remets un peu le... Ah voilà. Voilà, il est là. Donc tu fais le bouton gauche de lecture. Lecture automatique. Par le bouton gauche. Hein? Oui, c'est ça. Voilà. Non. C'est pas gagné encore. Voilà, je vais... Donc tu vas dans les vidéos. Carrément. Non, va dans les vidéos, tu choisis ton fragment. Oh. Voilà, ça. Voilà. Ouh là là là. Là, c'est... Bienvenue dans Windows. Pas de lecteur. Ouh non. Ah, voilà. Écoutez, tant pis pour moi. On peut essayer être précautionneux et à sauvegarder les éléments. Donc, en fait, ça fait le pendant de la communication de Martine juste avant. Envisager le futur, un futur pour le cinéma, lorsque d'aucuns, depuis déjà quelques temps, pronostiquent la mort du cinéma. Je vous rappelle que Godard a rappelé le cinéma est mort puisqu'il est dans les musées, hein, donc voilà, une expression un peu de cette idée-là. Et donc, imaginez la possibilité d'un futur pour le cinéma constitue en réalité une belle ambition. Et on pourrait d'ailleurs penser que les nouvelles technologies, celles du numérique essentiellement, constituent le moyen par lequel le cinéma pourrait être sauvé, du moins renouvelé en profondeur. Et si on se laissait aller à une lecture trop technophile, on pourrait même considérer qu'il n'y a pas de progrès possible en art qu'à travers la technologie. Et il est vrai que la société qui est la nôtre, hein, qui fait suite à la société post-moderne que Lyotard décrit comme celle de la fin des grands discours, a déplacé sa foi, hein, comme Godard parle d'icône à propos des ordinateurs, hein, sa foi du côté de la technologie, accélérant du coup son utilisation dans tous les secteurs de la société. Pour autant, peut-on privilégier la technologie comme le seul moteur de l'avant-garde artistique? Non, car ce serait oublier que celle-ci peut très bien se déplacer ailleurs. Je vous rappelle que la photographie était encore incapable de fixer les mouvements de foule sur les boulevards parisiens à cause des longs temps de pause, alors que les impressionnistes semblaient soudain capables de saisir l'instant qui passe. On se souvient de Baudelaire et l'on sent le programme de la modernité. C'est le fugitif, le transitoire, le contingent. Je vois quelques étudiants qui sourient. Ça me rappelle quelque chose. Donc, sans m'opposer aux innovations technologiques pour autant, je voudrais évoquer ici, dans le cadre de cette journée vouée au futur, bien sûr, parler de cinéma contemporain et dire comment, à l'intérieur même du dispositif actuel, le cinéma a pu radicalement se transformer.
En effet, depuis une vingtaine d'années, même plus en fait, nous assistons à une déconstruction systématique des formes narratives par un certain nombre de réalisateurs que je vais citer ici, et j'espère que peut-être que je pourrai vous montrer un extrait tout à l'heure, lequel vise bien autre chose qu'une narration linéaire, qu'une histoire à raconter. Si je prends les propos de Marida Di Crosta dans Entre cinéma et jeux vidéo, l'interface film, métanarration et interactivité, l'interactivité, je la cite, constitue la propriété esthétique principale spécifique des médias informatisés. Et ceci, pour elle, a provoqué un conflit d'ordre créatif pour le cinéma. Comment le cinéma ancré dans une logique d'auteur, comme on l'a vu jusqu'à présent, nécessitant en amont le tournage des éléments qui seront ensuite assemblés au montage, peut permettre aux spectateurs d'intervenir dans ce processus. Alors Marida Di Crosta ne peut que constater cette tension entre narration et interactivité au sein même du cinéma. C'est ainsi qu'elle explique le retard pris par le cinéma par rapport à d'autres champs artistiques sur la question de l'interactivité. Si le numérique et la mise en réseau ont déjà largement infiltré la filière de production du cinéma, aussi bien en amont qu'en aval de la chaîne, c'est l'interactivité proprement dit dans sa dimension communicationnelle autant qu'esthétique qui semble constituer l'obstacle majeur à cette rencontre intermédiale et à son devenir, je la cite. Pour autant, bien entendu, l'interactivité est bien antérieure à l'arrivée des médias informatisés. On peut citer en 1967 l'expérience du Kinotomate à l'exposition de Montréal, donc en 1967. En remontant plus encore dans le temps, nous pouvons trouver des exemples d'interactivité au théâtre, qui remontent au XVIe siècle. De même que le théâtre de marionnettes, dont vous auriez vu éventuellement un extrait dans le film que je voulais vous présenter. Le théâtre de marionnettes est peut-être la forme d'interaction qui serait, pour moi, la plus ancienne. Puisqu'on trouve dans Hérodote, les histoires d'Hérodote, l'évocation de la manière dont les Égyptiens célébraient Osiris. Au lieu de phallus, les femmes promenaient de village en village, des statuettes de la hauteur d'une coudée, dont la partie sexuelle, presque égale au reste du corps, se mouvait par des ficelles. Et très curieux, j'ai développé du multimédia à l'aide d'un logiciel auteur qui s'appelle Director, d'Adobe, autrefois Macromedia. Il utilisait pour les objets animés le terme poupette, ce qui veut dire pantin, marionnette, pour nommer les instances visuelles manipulables. Il y aurait donc une sorte de débat que tu as commencé à introduire. Oh, merci beaucoup. Mais on le verra à la fin maintenant du coup. Il y aurait donc dans ce débat quelque chose pour le cinéma, qui sépare aussi les iconodoules des iconoclastes. Noli me tangere, semblerait dire l'image de cinéma, ne me touche pas, en opposition avec la spécificité des médias informatisés tels que la désigne Marida Di Crosta. Et il est vrai que les œuvres de David Lynch ou celles d'Abel Ferrara, par exemple, marquent une rupture avec une forme de narration linéaire et invitent les spectateurs à s'interroger sur le dispositif filmique lui-même, ce que tu, quelque part, as indiqué. Elle ouvrirait, selon toujours Marida Di Crosta, des brèches vers l'interactivité. Elle note fort justement qu'à partir des années 90, le cinéma cherche par une forme de déconstruction à entraîner le spectateur au-delà du seuil de l'univers cinétique du film, donc quelque chose qui s'engage, qui s'engage dans cette participation, vers la participation du spectateur aux images. Selon elle, ces expériences être plus en adéquation avec la complexité de l'informatisation de l'époque et ouvre le cinéma donc vers l'interactivité des expériences. Des exemples existent bien entendu maintenant dans cette direction. Seulement, la cinématographie de Lynch, de Ferrara et de Philippe Grandrieux, vous allez voir tout à l'heure un extrait, ces récits qui sont aporétiques, qui sont lacunaires, pleins de trous narratifs, le brouillage même des codes narratifs, s'ils interviennent déjà contre une forme de linéarité de la narration que les langages des nouveaux médias auraient peut-être contribué à dénaturaliser, je ne sais pas, ils envahissaient, de mon point de vue, tout autre chose. Et du point de vue de Grandrieux, qui, interrogé par Antoine Debec et Thierry Chouze dans les cahiers du cinéma, l'énonce explicitement. Il vise la sensation. C'est ainsi qu'il écrit dans une interview réalisée au Cahiers du cinéma, donc, à propos de son film Sombre, dont vous verrez un extrait tout à l'heure. Je voulais un plan de sensation pure.
un plan physique et mental de lumière, ou encore quand il déclare « J'aimerais que le spectateur soit médusé devant quelque chose qui le retient captif et lui permette de ressentir des choses qui le concernent très intimement. » Et à propos de son personnage, une sorte de serial killer, le personnage de Jean, qui est archétypal, n'a pas de finesse psychologique, il est donné comme un bloc d'enfance, un bloc de sensations, coupé des autres hommes. Et plus loin, toujours dans le même article, Sombre évoque les pulsions les plus archaïques, l'ouïe et la vue, deux sensations qui nous fondent dès les premiers instants. Alors, on peut chercher la définition de la sensation, un dictionnaire, en l'occurrence ici le dictionnaire Hachette. Les sensations sont des phénomènes psychophysiologiques complexes, provoqués par l'action d'une ou de plusieurs stimuli sur un récepteur sensoriel. Les sensations peuvent avoir une source interne, on appelle ça des synesthésies, sensations de faim, soif, malaise, fatigue, etc., bien-être. Peuvent être aussi motrices ou kinesthésiques, comme celles qui nous renseignent sur la position et le mouvement de nos membres. Peuvent être statiques, c'est toujours la même définition de Hachette, un peu longue, bien entendu, comme celles dont l'organe est constitué par les canaux semi-circulaires de l'oreille, qui sont relatives à l'équilibre général du corps. Ce terme est plus généralement employé pour désigner des sensations ayant une source externe, sensations tactiles, thermiques, de douleur, de sensations de l'odorat, de l'ouïe, de la vue. L'organisme est toujours soumis à des ensembles complexes et organisés de sensations simultanées ou successives qui concourent à la perception. Bon, définition Hachette, excusez-moi, un peu long. Dans Sens et Non-Sens, Merleau-Ponty écrit « Moi, ma perception n'est donc pas une somme de données visuelles tactiles, auditives. Je perçois de manière indivise avec mon être total. Je saisis une structure unique de la chose, une unique manière d'exister qui parle à la fois à tous les sens. » Merleau-Ponty récuse donc la distinction entre perception et sensation, qu'avait établi peut-être la psychologie classique, indiquant par là que nos systèmes sensoriels perçoivent globalement. Je parle de Merleau-Ponty ici. Il fonderait sa connaissance sur quelques expériences de Gestalt théorie. Alors la théorie classique, au contraire, tu en parlais tout à l'heure, la perception consiste en une opération intellectuelle qui permet de relier des données sensibles entre elles. Déjà, de les organiser. Comme par exemple pour la perspective. Alors que Merleau-Ponty, un tapis bleu laineux, dans son article, ces deux caractères ne peuvent être dissociés, ils partent d'entre-là. Ce qui est premier et vient d'abord dans notre perception, ce ne sont pas des éléments juxtaposés, mais des ensembles. Ainsi, selon Merleau-Ponty, il conclut son article comme cela: un film ne se pense pas, il se perçoit dans sa globalité, dans son ensemble. Entre Deleuze et Merleau-Ponty, à ce sujet, il y a donc des différences radicales, irréconciliables. Au fond, la question est la suivante. Je la pose de cette manière-là, peut-être maladroitement. Si on brouille, bloque, perturbe notre entendement de quelque manière que ce soit, que reste-t-il alors de ces ensembles évoqués par Merleau-Ponty? N'y a-t-il donc rien à ressentir s'il n'y a pas d'identification des formes? Pour Deleuze, c'est Cézanne qui d'abord s'acharne à parler de la sensation. Il le trouve en effet dans les lettres qu'il adresse à Émile Bernard, de nombreuses références à la citation. Alors je voudrais en citer quelques-unes, elles sont assez connues. Le littérateur s'exprime avec des abstractions, tandis que le peintre concrète. Le mot est important, concrète. Au moyen du dessin et de la couleur, ses sensations, ses perceptions, il associe les deux. Autre chose de Cézanne. Vous m'excuserez de revenir sans cesse au même point, mais je vais au développement logique de ce que nous voyons et ressentons par l'étude sur nature, qui est à me préoccuper des procédés ensuite. Les procédés n'étant pour nous que de simples moyens pour arriver à faire sentir au public ce que nous ressentons nous-mêmes. Cézanne, dit Deleuze, veut rompre avec les clichés. Alors, quelques citations de Deleuze, de son livre Logique de la sensation. Ce serait une erreur de croire que le peintre travaille sur une surface blanche et vierge. La surface est déjà tout entière investie virtuellement par toutes sortes de clichés avec lesquels il faudra rompre. Accorder donc un crédit à la sensation, c'est donc vouloir en finir avec l'illustration, la ressemblance, la représentation.
Selon Deleuze, il y a deux manières de dépasser la figuration, c'est-à-dire à la fois l'illustratif et le narratif, ou bien vers la forme abstraite, abstraction, ou bien vers la figure, et il utilise un F majuscule. Cette voie de la figure, Cézanne la nomme sensation. Quand Bacon, c'est l'objet de l'ouvrage de Deleuze, parle aussi de sensation, semble-t-il, il semblerait dire des choses très proches de Cézanne, et reprenant là encore un mot de Valéry, la sensation, c'est ce qui se transmet directement en évitant le détour, l'ennui d'une histoire à raconter. Or, on peut le faire, le même reproche à la peinture figurative qu'à la peinture abstraite. Elle passe par le cerveau, elle n'agit pas directement sur le système nerveux, elle n'accède pas à la sensation, elle ne dégage pas la figure avec un F majuscule. Pas de mise à distance possible. Une présence agit directement sur le système nerveux, elle. Deleuze indique que la peinture doit arracher de la figure au figural. La figure, c'est la forme sensible rapportée à la sensation. La sensation est donc une question d'intensité, de vibration, de force, et non un problème de ressemblance ou de représentation. C'est le corps, et ça c'est important ce que dit Deleuze, c'est le corps non pas en tant qu'il est représenté comme objet, mais en tant qu'il est vécu comme éprouvant telle sensation. En art, en musique, comme en peinture, il ne s'agit pas de reproduire, je cite encore, d'inventer des formes et de capter des forces. Ah, bien sûr, les forces, c'est un rapport étroit avec la sensation, puisque pour qu'il y ait sensation, il faut bien qu'il y ait une force qui s'exerce. Bacon s'arrange en isolant la figure. Hein, c'est ce que Bacon dit. Parce qu'entre deux figures, il y a toujours une histoire qui se glisse, ou tente à se glisser. Isolé, donc le moyen le plus simple. Alors c'est vrai que le cinéma, dès qu'on a tendance, on fait du montage, on met des images ensemble, les unes après les autres, et forcément, les histoires finissent dans ces liaisons. Bacon s'arrange en créant des zones d'indiscernabilité, d'indécibilité, entre, par exemple, l'homme et l'animal, par exemple. C'est dans ces régions-là que la sensation, finalement, peut naître. Alors, Philippe Dubois a tenté à relever un peu les éléments clés de ce qu'on appelle l'analyse figurale, une certaine forme d'analyse des images. Dit, la figure opère à la fois dans l'ordre du lisible, donc il parle à ce moment-là de figuré, du visible, il parle alors de figuratif et de quelque chose d'autre que je désignerai comme le figural, qui n'est donc réductible ni au figuratif du voir, ni au figuré du savoir. C'est-à-dire ce qui n'est ni sens, ni du sens, ni de la ressemblance, mais de la force. Le premier régime est de l'ordre du langage, donc le figuré, de l'image, quasi mimétique, le figuratif, le troisième, de la sensation, matière de pensée visuelle, entre deux. Bon, et je me permettrai de faire qu'une citation de plus de Jean-François Lyotard, qui, au fond, a travaillé sur cette question de figural, de figure, de figural. Voilà ce qu'il nous dit à propos de la figure. Le langage constitue son objet en le perdant, de même en ce qui concerne la représentation. L'art est donc l'autre du langage et de la représentation, parce qu'il est plasticité et désir. Il est lieu du figural, c'est-à-dire de l'événement. Donc le cinéma a vocation à produire de l'événement. Il y aurait donc autre chose, une autre pensée, une dynamique non verbale hors de l'intelligible. On rejoint ce couple sensation, perception, bloquer la perception pour que les sensations puissent apparaître. Une dynamique proche du sensible qui est réglée sur le désir, qui se manifeste dans l'événement. Par quel moyen, donc, le cinéma, qui est tout de même l'art du montage, c'est-à-dire celle de comme je disais tout à l'heure, les images les unes des autres, peut-on accéder à la sensation? Alors, Sombre nous donnera un aperçu magistral de cette chose-là. C'est un film qui ne raconte pas, mais où est expérimentée la rencontre de Claire, un personnage, avec Jean, un serial killer. Donc on a déjà vu dès le début du film comment il étouffe ses victimes.
y aura dans ce film 7 crimes sexuels. Il se trouve que Jean est marionnettiste et accompagne apparemment le Tour de France, mais c'est vraiment évoqué de manière très distanciée, mais en même temps très présent, puisqu'il y a quand même un corps là-dedans. Dans ce film, c'est la forme qui donnerait accès à la sensation, même par la présence de l'informe. Peut-être que si j'ai encore un peu de temps, je parlerai de l'informe. Mais en tout cas, pas par le sujet, pas par l'histoire. Or, la forme que produit Gandrieux est une forme assombrie. Alors, il a demandé, ça c'est très connu, de baisser la luminosité de diaph, au point que lorsqu'il y a eu un kinéscopage pour les images, il déclare que, enfin, l'étalonneur lui a dit, mais votre pellicule est voilée, on ne peut pas l'utiliser. C'est pourtant ce que Gandrieux voulait absolument. Donc il raconte dans une communication c'est le kinéscopeur qui a été viré par le film. Donc on a du fait que l'image n'est pas très éclairée, que la scène n'est pas très éclairée, que la caméra est très proche des acteurs, du flou de proximité avec des personnages. Et puis bien sûr, des trous narratifs, impossible de reconstituer cette histoire à partir de ce qu'on voit. Si Gandrieux ne souhaite pas rompre totalement avec quelque chose comme un récit, alors attention, on ne doit pas tomber dans l'abstraction, il ne veut pas suivre non plus un quelconque scénario. Il écrit une vingtaine de pages, à partir de là, il travaille avec les acteurs, avec surtout le décor. Il va tourner en DV, il est lui-même à la caméra, il cadre. Et pas de répétition. Par exemple, il a dit à son acteur, toujours dans la même conférence, que pour cette préparation, il a donné 2 consignes à son comédien. D'abord, d'aller voir les œuvres du Gréco, et aussi les dessins de Rodin. Par contre, il affirme que les repérages sont extrêmement précis. Il cherche pendant des temps assez longs le lieu qui contient déjà le film. C'est comme si ce lieu, le film était de ce lieu. Sombre n'a pas de progression narrative, mais insiste sur la nature. Vous verrez les feuillages, du ciel, le rythme diurne, nocturne de la lumière. Le personnage n'existe pas avant la sensation. C'est ça qui est important. C'est la sensation qui le fabrique, qui le compose. C'est une sorte d'homme qui fait corps avec la nature, d'accord, mais bon. Et cela a à voir avec la petite enfance. Ces enfants qui crient, dans l'extrait que vous verrez, j'espère, lors du spectacle de marionnettes, à leur présence d'une grande intensité, l'intensité de la présence et de la force de leur voix. Son personnage est sans psychologie, j'ai dit. Bon, quelque part, il y a un bloc d'inconscient. On a bien tout de même le Tour de France avec ses familles au bord de la route, la présence de dragueurs, ses ambiances de boîte de nuit. Si bien que le récit ne progresse pas, ne se présente aucunement sous forme linéaire. Il y a des trous nombreux. Un système totalement achronologique. Il n'y a pas de logique d'enchaînement des scènes d'un moment à un autre. Voilà. Bon, dans un sombre lieu, l'image est sans cesse assombrie, brouillée, car il faut brouiller la perception pour accéder à la pure intensité de la sensation. Il faut donc bloquer toute possibilité discursive, toute forme réaliste ou moraliste pour ne pas être en possibilité de s'engager vraiment à l'interprétation. La tâche est rude, comme vous savez, pour le cinéma. Et pour le spectateur, c'est important, il faut déplacer le désir de comprendre l'histoire, le film, ce qu'on nous raconte, vers celui d'éprouver les sensations. C'est-à-dire que le cinéma aujourd'hui déplace, le cinéma contemporain, en tout cas un certain cinéma, déplace l'expérience du spectateur vers la sensation. Ce serait ridicule de penser qu'un spectateur ne ressente rien devant le cinéma, n'existe pas face au film, face à l'auteur qui lui présente son histoire. Donc déplacer vers le fait de l'éprouver, faire corps avec le film. Et pour cela, il faut donner une image du monde avant l'intervention du langage, avant l'emmagasination des formes symboliques. Il dit, Gandrieux, pas de raccord, mais des rapports entre les images. Dans Sombre, les jeunes filles étouffées, on ne sait presque rien d'elles, on ne connaît pas rien.
Elles sont présentes, on les voit, on a des gros plans, on voit leur coût, on voit leur plaisir, leur souffrance, leur jouissance aussi. Aucune indication spatiale, temporelle, une route, la nature, la nuit, un lac, tout est flou. La proximité des corps sur la matière, le sombre, le flou, la proximité des corps sur la matière, le grand lieu de travail. Et il prétend, ça paraît un peu incroyable, hein, mais il prétend que par moment, quand il cadre, il ferme les yeux, à cause de la présence des acteurs qui sont tellement proches qu'il n'a pas besoin de regarder le cadre. Tout à fait à l'image de ce que décrit Deleuze. Il cherche donc le corps comme objet en tant qu'il est vécu comme éprouvant. Ceci donc implique de très gros plans. J'espère que je ne vais pas trop... Ça va ? Très gros plans. Ceci donc implique de très gros plans, une vision très rapprochée du corps des acteurs. Donc presque une dimension haptique, plutôt qu'optique, recherche d'une hyperesthésie. La caméra fait corps avec le personnage, elle réagit même violemment aux événements, elle est mobile, donnant ainsi l'impression d'une hyperprésence des choses. C'est ainsi que le noli me tangere que j'ai cité tout à l'heure s'inverse avec Grandrieux et que le toucher devient image. Non, pas vraiment image. Selon Grandrieux, c'est l'intensité, c'est la force, la présence. Donc ici, pas de dispositif technologique nouveau, mais une recherche différente quant aux moyens dont dispose le réalisateur. Alors si le cinéma s'est depuis quelque temps orienté vers la déconstruction narrative à la manière dont Gilles Deleuze l'évoque, à partir du peintre Francis Bacon, c'est surtout donc pour plonger nous, spectateurs, un peu plus loin dans l'éprouvé. Ce qui est vécu dans ces projections ne peut l'être que dans l'abandon, par le blocage de tout mécanisme réflexif conscient. Il faut se livrer aux images pour qu'apparaisse la sensation, pour qu'elle agisse directement sur le système nerveux. C'est exactement le pendant de l'interactivité. Se laisser porter par les images. Il y a bien dans cette optique basculement du champ symbolique, comme on le disait tout à l'heure, à celui de l'expérience. Mais c'est l'expérience de la sensation, et moins celui de l'action qui est alors cherché. La modernité du cinéma est moins celui de l'action que cette tentative pour approcher de la sensation. Enfin, d'un certain cinéma. Alors qu'on ne me fasse pas dire que dans cette journée sur le futur du cinéma, dans lequel les technologies auront une place de choix, que ce soit pas le conservateur, ce n'est pas du tout le cas. Mais j'ai constaté qu'il y a un mouvement de l'ordre de la sensation dans un certain cinéma. Il conviendrait donc de distinguer immersion et sensation. On pourrait voir peut-être l'une comme un dispositif technologique, je suis très prudent. Un appareil optique et sonore favorisant l'impression d'être parmi les images, dont l'idéal implicite repose sur l'idée qu'un jour nous nous projetterons totalement à l'intérieur des images, hein, et que cette image réagira, c'est un futur proche, à nos comportements. Mais l'autre doit être envisagé comme une disposition intérieure des images et de la narration, favorisant son impact sur notre disposition cognitive. Dans cette situation, nous ne sommes pas dans l'image, pas plus qu'elle n'est en nous, mais elle agit sur nous. L'immersion agit sur les sens, peut-être, manipule leurs propriétés. La sensation intervient sur nos fonctionnements cognitifs, joue avec ceci, perturbe les mécanismes symboliques et de signification. Bon, mais il n'y a pas de frein particulier à ce que la technologie aide à produire de nouvelles sensations. Voilà, c'est déjà le cas d'installations expérimentales. Grandrieux fait des installations expérimentales qui ne visent pas à nous faire réfléchir sur une situation, mais à l'éprouver. Bien sûr que ça se trouve. Et il est fort même probable que le développement des nouvelles technologies est bénéficiant aussi de la science du cerveau. On ne l'a pas trop dit, mais la science du cerveau a énormément progressé. Et ça ne peut que bénéficier au futur du cinéma. Et quelque part, favorise aussi cette logique de la sensation. Moi, je trouve que, en parcourant un peu les ouvrages scientifiques sur notre connaissance du cerveau, j'ai l'impression que Deleuze n'était pas si loin. Et il est probable que des innovations favorisent donc cette logique de la sensation. Alors, je crois même que l'exercice de la sensation a désormais gagné la publicité, et même peut-être le neuromarketing. En tout, on trouvera certainement dans la science de quoi appuyer les théories de Deleuze.
Alors bien sûr, il n'y a pas que le grand drille, et contrairement à ce qu'affirme Martine Beunier dans son ouvrage Cinéma and Sensation, le sous-titre French Film and the Art of Transgression, excusez-moi, ne convient pas. Elle évoque bien sûr Bruno Dumont, Virginie Despentes, Gordon Douglas, Philippe Parrain de Chardonnay. Mais il faut savoir que Lynch, qui exploite à fond le blocage symbolique, Cronenberg dans Existence, avec Ou Crash, qui multiplie la confusion entre l'organique et le technique, Ferrara dans New Rose Hotel, ou X Christmas, Winterberg dans Teston, ou Lars von Trier dans Dancer in the Dark, Ron Kar-wai lorsqu'il réalise In the Mood for Love, reproduisant à l'envie le même instant d'une rencontre, la même attirance entre deux êtres, ou Saotienne, et même peut-être Scorsese lorsqu'il travaille à Casino, en accumulant des situations de corruption, sans s'appuyer, à un degré plus ou moins narratif, bien sûr, sur la sensation. Bon, j'avais un deuxième extrait, c'était À la merveille de Terrence Malick, peu apprécié de la critique, mais qui exploite à fond le récit fragmentaire, et de manière complètement achronologique sous une forme kaléidoscopique. Malick mêle toute une série de situations d'un couple, dans la vie d'un couple. Et en fait, ce qu'il vit dans ce film, ce qu'on peut faire l'expérience dans ce film, c'est l'expérience de la relation amoureuse, avec cette période amoureuse, ces séparations, ces ruptures, ces retrouvailles, d'autres couples qui se forment. Alors, il multiplie les points de vue. Il y a le Mont-Saint-Michel, il y a de très belles images sur le Mont-Saint-Michel. C'est les États-Unis. C'est tout un tas de lieux qui finalement n'en deviennent plus qu'un seul. Le continent de la relation amoureuse. Voilà. Bon, je vais essayer de vous montrer un extrait, je vais conclure là-dessus. Je ne vais pas beaucoup parler de l'informe et des moyens. Mais pour moi, l'informe, c'est avant la forme. C'est aussi à partir de là que la forme s'informe. L'informe, c'est peut-être le contraire de l'information.